Et oui, je ne pensais jamais le dire dans cette foot zone, et c'est déjà le cas. Et oui, nous allons plutôt, enfin, nous allons débriefer un match de Raymond Domenech. C'est vrai que dans cette foot zone, je pensais débriefer des matchs de Roland Courbis, à la limite de Luis Hernandez, mais au grand jamais j'aurais imaginé débriefer un match de Raymond Domenech. Ouais, ça peut paraître surprenant. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui, pour le 3, enfin même pas le troisième match, le deuxième match, puisque je vous le rappelle que le premier match était donc Lille qui faisait face à Dijon. D'ailleurs, la match est dans la foot zone. Si vous avez envie d'aller y faire un tour et d'écouter mes petits arguments, tout simplement ruisselés, très très frits à la perfection. Et donc, eh bien, Nantes-Monaco, donc victoire de Monaco sur le score de 2 buts à 1. Alors ça a été, c'est des matchs un peu avec des enseignements mitigés concrètement. C'est-à-dire que ça a commencé donc à la 45e minute avec un but de Maripane. À la 61e minute, Volant marque sur le deuxième but monégasque. Nicolas Palois, c'était une contestation et puis une faute, se fait expulser. Et à la 83e minute, Emonde, qui était rentré en jeu, eh bien marque et donc il y a. Et à ce moment-là, Nantes va essayer de pousser, va essayer de produire du jeu. Et au final, ils n'y sont pas vraiment arrivés. Alors ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi réellement à se créer de lourdes occasions. Et donc finalement, eh bien, le score est terminé, sans appel. 2 buts à 1 pour l'AS Monaco. Donc le classement concrètement, eh bien l'AS Monaco est quatrième du championnat. Donc il revient d'ailleurs à 3 points du Paris Saint-Germain. Quand on sait qu'il y aura un PSG Monaco dans quelques semaines, ça peut paraître un petit peu rêveur. Du côté de Nantes, la situation ne s'arrange pas du tout, puisque les Nantais sont maintenant avec le même nombre de points que Lorient, et donc 18 points, et surtout avec la victoire de Saint-Etienne cet après-midi, et bien désormais ils ont 4 points de retard sur le 16e du championnat, donc 22 points. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu compliqué. Et justement, on va parler un petit peu de Nantes. Donc on va faire rapidement. Alors, il y a eu quelques petites actions, mais assez anecdotiques. Est-ce qu'il y avait carton rouge ou pas? On peut toujours imaginer voilà, la virulence des propos de Nicolas Palois, je suis pas dans sa tête. Mais c'est vrai que sans doute, ça a un petit peu dégénéré. Donc voilà. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire du côté de Nantes? La première chose que j'ai envie de dire du côté de Nantes, c'est que la situation est grave et elle ne s'arrange pas. Raymond Domenech devient quand même le premier entraîneur du FC Nantes à ne pas avoir réussi à remporter ses 5 premiers matchs depuis qu'à sa tête. C'est quand même quelque chose d'important. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a ce sentiment que, alors certes, Raymond Domenech a essayé des choses, Raymond Domenech a une équipe tout aussi, on va dire, j'ai l'impression d'avoir le même dérivé que Toulouse en fait. C'est-à-dire que souvenez-vous de Toulouse il y a l'année dernière, on est en train d'un petit peu de voir ce qui se passe. Alors certes, la situation n'est pas compliquée au point que Raymond Domenech doit s'en aller, mais on a ce sentiment quand même que, comme Toulouse, eh bien Raymond Domenech risque d'envoyer le FC Nantes en Ligue 2. Et là, ça devient, comme qui dirait, un petit peu étonnant. Parce que, on va dire que si t'enlèves les 5-10 premières minutes du match et les 5-10 dernières minutes du match, en fait, le FC Nantes, ils sont pas là, en fait. Et même quand ils ont essayé de pousser après le but et la réduction du score, t'as le sentiment que ça manque de coffre, ça manque d'envie. Enfin, ça manque pas d'envie, mais ça manque de solution. Voilà, ça manque de solution. Psychologiquement, t'as l'impression qu'il a fallu qu'il y ait une réduction du score pour que les joueurs commencent à mettre la main sur le pied sur le ballon. Et t'as pas l'impression que cette équipe, il y a pas, en fait, il n'y a pas de sursaut en fait. Quand tu regardes le match contre de Nantes, en fait, tu te dis quand est-ce que les Nantais vont réussir. Il y a pas de révolte, il n'y a pas d'envie. Et même dans le discours, j'ai même le sentiment, quand tu vois Raymond Domenech, vous savez, on voit souvent des choses différentes. Alors, je suis pas là pour le critiquer, parce que bon, ce qu'il a fait à Naïsna, bon, c'est passé. Hein. T'as quand même deux réactions différentes. T'as du côté, eh bien, de Monaco à Niko Kovac, qui remue, qui bouge. Et t'as un Raymond Domenech beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, beaucoup plus singulier. Et là, dans ta tête, tu te dis, mais
Ben justement, tu devrais encourager ton équipe. Monaco a totalement dominé la rencontre, si tu enlèves les deux blocs, les deux parties que je t'avais citées, donc le début et la fin. Mais même dans ce moment-là où ça accélère, t'as pas l'impression que son coaching va permettre de faire changer les choses. Alors certes, il y a un coaching gagnant avec l'arrivée d'Emond, mais sinon, bah, tu n'as pas ce sentiment que, allez, que Nantes va pouvoir justement peser sur la rencontre. Et ça, c'est quand même assez malheureux, quoi. Et encore une fois, je ne vais pas fustiger Raymond Domenech dans le sens où Raymond Domenech est coupable finalement de ce qui s'est passé. On lui a proposé un poste, il a totalement accepté. C'est totalement autorisé de sa part hein, d'accepter ça. Mais moi, ce qui me gêne le plus avec Raymond Domenech, c'est qu'en fait, il n'a pas à être là en fait. Alors, il n'a pas à être là, attention, hein, pas par rapport à ses compétences, mais par rapport au projet. Dans quelques mois, il sera plus là. Et peut-être que Nantes sera en Ligue 2. Et on dira finalement c'est la faute à Raymond Domenech si Nantes est en Ligue 2. Mais en fait, Raymond Domenech, on connaissait ses qualités, on connaissait son coaching, on connaissait ses qualités. On sait très bien que c'est pas un entraîneur qui est un entraîneur de charbon, parce qu'il faut un entraîneur qui est capable de taper du poing sur la table à la Pascal Duprat, à la Roland Courbis, voire à la Luis Fernandez, à des entraîneurs qui savent mettre le bleu de chauve quand il faut. Et Raymond Domenech n'est pas ce cas-là, c'est un formateur bon ou mauvais, ça c'est autre chose. Et concrètement, bah, il n'a pas les épaules pour le faire. Et moi j'ai ce sentiment que... Et les résultats le prouvent concrètement. Il aurait fallu changer des choses, il aurait fallu faire évoluer l'équipe, il aurait fallu leur donner un état d'esprit, un nouvel état d'esprit. Et au final, et ben, tout ça mis bout à bout, ça n'a pas été le cas. Alors après, bon, pourront-ils pouvoir justement... Après, je sais que va répondre Raymond Domenech, il va répondre ah, écoutez, je sais bien que c'est difficile, je sais que on en retiendra finalement. Oui, mais on retiendra finalement que t'as fait 3, que dans les 5 matchs, tu as fait 2 nuls, 3 défaites, ou 3 nuls, 2 défaites. T'as pas à changer, il n'y a pas d'évolution. Et aujourd'hui, voilà. Et même quand ton équipe est menée au score, tu as l'impression que l'équipe, elle n'arrive pas à prendre le jeu à son compte. Enfin, elle n'arrive pas à avoir de révolte. T'as pas une équipe. Alors certes, encore une fois, il faut soigner les plaies parce que c'est compliqué. Il n'est pas là pour pour taper sur tout ce qui bouge. Mais j'aimerais à un moment donné que Raymond Domenech soit un peu moins formateur et un peu chauffe. Mais peut-être qu'il sait pas le faire et c'est pas de sa faute. Et à ce moment-là, bah, c'est la faute de Kita de l'avoir choisi. Et finalement, son club finira en Ligue 2, il sera le premier à le plaindre. Et peut-être que les supporters nantais, qui sont pas aussi virulents que les Marseillais, mais à un moment donné, ça risque de taper très fort. Parce que ce qu'ils ont fait, souvenez-vous, lors de l'arrivée de Raymond Domenech, ça risque de revenir et là, c'est quelque chose d'assez inquiétant. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur le FC Nantes, donc voilà ce que j'ai à dire. Du côté de Monaco, ça a été une belle rencontre. Voilà, maîtrisée. Pour moi, de toute façon, je l'ai plusieurs fois dit, hein, cette équipe monégasque, elle a de la gueule. Elle a vraiment de la gueule. Elle me plaît beaucoup, cette équipe monégasque. Il y a de très très belles équipes, il y a de très très bons éléments dans cette équipe. Et je trouve que concrètement, franchement, Badiachil, Maripane, Choumani, Fofana, il y a vraiment l'état d'esprit de Niko Kovac qui aime bien jouer vraiment en avant, etc. etc. On a vraiment ce sentiment voilà, que Sofiane Diop, c'est vraiment un excellent joueur. Ben Yedder, on passe le Kevin Roland qui est un bon joueur. On voit notamment une force offensive extrêmement talentueuse et extrêmement performante, parce qu'il faut le dire, c'est une équipe très performante. Encore une fois, le défaut de cette équipe concrètement, c'est qu'elle est très offensive, mais qu'à tout moment, elle peut s'écrouler si t'as... Parce que il va falloir voir justement face à une grosse puissance offensive. Il faudra voir justement si cette équipe est capable de peser sur ça. On a vu notamment face au Paris Saint-Germain que durant les 45 premières minutes, le PSG, en accélérant, a fait mal. A fait mal. Donc, il est possible que ça. Et je retiendrai concrètement aussi ce qui s'est passé. Ah, bah tiens, il y a une news de McCall, justement. Il y a aussi justement ce qui s'est passé au niveau de Monaco, c'est bien évidemment le fait que la SM, concrètement, on a vu, il y a encore des doutes de ma part.
Là, ils vont affronter Paris dans quelques semaines. Si le PSG arrive à se mettre la tête à l'endroit, ça peut être quelque chose. Mais concrètement, Nantes, c'est pas l'équipe la plus dangereuse. Alors tu me diras, le Paris Saint-Germain a perdu contre l'Orient, donc tout est possible. Mais cette équipe, euh, quand elle va falloir qu'elle essaye aussi de se faire gratter un peu. Là, ils ont joué sur un confort, et notamment qu'on a vu que en fin de match, lorsque l'équipe a perdu ce confort, et ben finalement l'équipe elle a commencé à perdre pied, et on a vu notamment aussi un certain Niko Kovac très stressé, ce qui prouve quand même que l'équipe n'est pas aussi performante qu'il le souhaite. Bon, qu'est-ce que je peux dire de plus par rapport à ça? Pas grand-chose hein, concrètement. Donc, on va passer au top et flop. Au niveau des top et flop, bon, bah alors du côté le Nantais, c'est compliqué. J'ai bien aimé Giroto. On va le mettre. On va essayer de sauver quelques Nantais quand même, qui a été intéressant. On va dire dans sa construction, dans ce qu'il a proposé, clairement. Voilà. Sinon le reste, à part Nicolas Palois que je vais mettre parce que je trouve que Nicolas Palois, il a complètement pété un plomb. Son équipe est dans la merde et le mec il se trouve le moyen de se faire expulser. Voilà, donc il était. Mais c'est à l'image de l'équipe en fait. C'est-à-dire que l'équipe elle est pas sereine et Nicolas Palois se fait expulser à cause de ça. Au niveau des joueurs monégasques, bah Maripane clairement, que j'adore, hein. Honnêtement, très bon joueur Maripane. Tchouamani et Fofana, Diop, que j'ai beaucoup apprécié. Concrètement, voilà, intéressant. Ben Yedder aussi, s'il n'a pas marqué, je trouve qu'il s'est créé des occasions. Et Volant que j'ai trouvé très intéressant. Franchement, très sympathique par rapport à ça. Donc concrètement, voilà, j'ai beaucoup apprécié cette équipe. Et voilà, Kao Henrique, Badiachil aussi que j'ai trouvé pas mal. Benjamin Lecomte aussi parce qu'il a une action au début de match. Heureusement qu'il la sort, sinon le match peut être différent. Après Sidibé et Caio Henrique, je les trouve encore un peu poussifs. Je les trouve pas exceptionnels. Je sais pas, ça se vole pas haut en fait. Et pour Diata, bon, sans plus. Voilà. Bon, on va parler un petit peu. Ah bah c'est Adil Rami qui s'en prend la direction. Non, c'est Jacques en héros. Qu'est-ce qu'il me raconte? Oh bah d'accord. Bon, je sais pas, il m'a sauté Adil Rami. On l'a pété un plomb. Bon, donc, je vais vous rebondir sur le système marseillais. J'ai fait une vidéo d'ailleurs par rapport à ça dans dans le truc Dijon. Voilà ce qui se dit. Donc, au téléphone, donc il a parlé donc dans la chaîne Téléfoot, et le président Jacques Henriero s'est exprimé sur ce qui s'est passé. Donc, je vous le lis. Donc, a eu des mots très forts sur ses prédécesseurs. Donc, ça nous renforce. Le communauté de Franck est sans équivoque. Deux visions s'affrontent. La vision qu'on relaie est la vision de celle des supporters sur les réseaux sociaux. Vous n'imaginez pas le nombre de témoignages que j'ai reçus des supporters marseillais. Il y a deux visions de l'OM. Une vision de l'OM qu'on connaît, qui a gagné des titres, mais qui est l'OM du chaos. De 20 entraîneurs en 20 ans, des magouilles, de la chronique judiciaire, oh putain, et des affaires. Et une autre vision de l'OM qui a essayé de développer un OM transparent, ouvert, mais qui ne peut pas accepter de déviants comme ce qui s'est passé hier. En fait, le mec, il a pas compris, en fait. Le mec, il est con. Alors là, clairement, si demain, je le dis, je le dis pas méchamment, voilà, ça repart dans la semaine. Vous savez, normalement, moi, dans ce discours-là, que je vois, que j'entends, c'est quand même un discours grave. Pourquoi je dis ça? Parce que là, il est en train de dire, en fait, ce que je lis, hein, il est en train de dire, parce que l'OM si on prend, c'est l'OM qui a gagné des titres, mais qui est l'OM du chaos, de 20 entraîneurs en 20 ans. Donc ça veut dire que si vous prenez donc 91 de 2021 à 2001. Mais en fait, vous pouvez aller plus bas. Vous pouvez aller. Il a eu peut-être l'idée de génie de ne pas taper Bernard Tapie. Parce que là, ça aurait été chaud. Donc de 2001. Mais moi, je pense qu'on a dit un entraîneur en 20 ans, clairement, il prend la période où l'OM a été un peu plus dans le dur. Parce qu'il ne peut pas prendre l'OM de 91. Parce que l'OM de 91, c'est l'équipe qui a gagné beaucoup. Alors oui, c'est vrai que l'OM a été en difficulté à certains moments. C'est vrai. On ne peut pas l'enlever. Sauf que là, il est en train de taper sur quoi, là?
il est en train de taper sur quelqu'un qui s'appelle Pape Diouf. Et là, Pape Diouf, je dis pas qu'il a la même aura que Bernard Tapie, mais il a quand même, pardon de le dire, il a quand même fait porter l'OM. Il tape sur deux entraîneurs qui ont énormément apporté à l'Olympique de Marseille. Didier Deschamps et Marcelo Bielsa. Il tape sur Robert Louis Dreyfus, qui a été l'ancien actionnaire, qui a mis de l'argent à l'OM, qu'on le veuille ou non, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, Pape Diouf, il est en train aussi de taper sur les affaires judiciaires de l'OM. Souvenez-vous, on avait longtemps parlé de José Anigo, etc., etc. En fait, le mec, au lieu de calmer le jeu, quand il dit, en plus, dans son discours, il dit quoi? Vous n'imaginez pas le nombre de témoignages que j'ai reçus de supporters marseillais, scandalisés. Alors, il y aura toujours des Marseillais qui n'ont pas aimé ce qui s'est passé hier. C'est normal. On est là on a un avis différent. Sauf que, en disant ça, vous savez, ça me fait penser à quoi? À la politique. Souvent, dans la politique, on dit souvent, oui, je suis allé voir un boucher c'est souvent cette phrase-là que vous entendez souvent, qui était scandalisé, qui n'en peut plus. Et bien, c'est exactement ce que je viens de voir. Jacques-Henri Hérault fait de la politique. Sauf qu'à l'OM, on ne fait pas de politique. C'est tout. À un moment donné, vous ne faites pas de politique avec l'Olympique de Marseille. Vous faites vivre un club. Et là, il est en train de marcher sur des histoires importantes. Pape Diouf, il est en train de parler sur Pape Diouf, il tape sur Eric Guéretz, il tape aussi... Alors certes, l'OM a eu, mais l'OM des titres, sauf que là, il a passé, l'OM a gagné des titres. L'OM a été puissant. L'OM a fait des grands matchs. L'OM a recruté... Et pour information, tous les joueurs qui sont venus à l'OM parfois n'ont pas été achetés. Alors Pape Diouf l'a dit, hein, il n'y aura pas d'argent, etc., etc. Donc ils ont été intéressants. Là, je ne sais pas ce qu'il veut. Je ne sais pas ce qu'il manigance. Je ne sais pas ce qu'il veut. Alors oui, il a été choqué par ce qui s'est passé. Un peu la manière d'un Robin Leproux qui a été sans doute choqué de voir ce qui s'est passé lors du OM PSG d'il y a quelques années. Ce que je peux concevoir. Mais là, il est en train de dire, un peu à la manière d'un Zlatan Ibrahimovic, là, ce qu'on fait là, on est les meilleurs. Ce qu'on a fait avant, c'est de la merde. Bafoué. Et une nouvelle fois, il bafoue l'histoire de l'OM. Ce mec est un incendie à lui tout seul. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas comment ça va se passer dans les prochains jours. Mais quelqu'un qui met de l'huile sur le feu, alors que la situation est un tel, il y a deux possibilités. Soit le mec, il a des couilles énormes, et le mec, il sait ce qu'il veut, il va remettre l'équipe à l'endroit et ça va marcher. C'est tout ce que je souhaite aux Marseillais. Ou alors, tout simplement, il veut foutre de la merde, il veut se faire brûler, enfin, il veut que les supporters pètent un câble pour pouvoir prendre la main mise sur le club et faire quelque chose avec. C'est l'un ou l'autre. Mais en tout cas, tu ne peux pas dire ça le lendemain de ce qui s'est passé. Moi, j'aurais aimé de sa part, tout simplement, qu'il dit ce qui s'est passé là, hier, ça a été un scandale. Moi, je propose, on s'assoit autour d'une table, on en parle. Là, c'est du jamais vu ce que je viens de voir, et je trouve que c'est hallucinant et c'est triste de voir quelqu'un faire ça. On a l'impression on parlait de Parisiens, on a l'impression de voir Robin Leproux parler en fait. Voilà. Bon, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien et ciao les amis.